Je pense que le macronisme est mort. Il est mort faute de bilan et il est mort par ailleurs parce que il n'a pas su convaincre les Français, ni sur le plan de la méthode, ni sur le plan des résultats. Mais malheureusement, pour Bruno Retailleau, le bilan du macronisme, il s'étend jusqu'à lui. Nous avons vu ce que pouvait faire Bruno Retailleau comme ministre de l'Intérieur. Et au-delà, nous voyons bien que toutes les figures du bloc central participe de ce bilan du macronisme. Donc le renouvellement, il risque d'être beaucoup plus puissant que nous l'imaginons aujourd'hui, ce qui explique peut-être à quel point un certain nombre de ces personnalités qui brigueraient la candidature pourraient éprouver au fil des mois prochains un déficit de crédibilité, un déficit de légitimité dans la capacité à proposer une politique nouvelle, puisqu'ils en sont partie prenante les uns et les autres. Vous aviez dit, Dominique de Villepin, en janvier, qu'il fallait attendre que les Français soient dans le temps de la présidentielle. Au lendemain des municipales, ce temps est-il venu ? Manifestement pas. Nous sommes aujourd'hui dans le temps de l'inquiétude et de la souffrance pour beaucoup de nos compatriotes. La véritable avancée que nous allons faire au cours des prochains mois, c'est peu à peu comprendre l'importance de l'enjeu. L'importance de l'enjeu, je le redis, c'est que pour la première fois, le Rassemblement national et tous les sondages en témoignent, et je pense qu'ils ne sont véritablement intéressants que sur cet aspect-là. C'est un parti qui aujourd'hui fait entre 35 et 40% des voix. Il y a donc très clairement, non pas seulement une possibilité, mais aujourd'hui une quasi-certitude sur le fait que le Rassemblement national gagnerait l'élection présidentielle. Or, que se passe-t-il ? Et c'est confirmé après les municipales. Nous avons un éparpillement des partis politiques, et chaque parti politique a bien l'intention aujourd'hui de se compter dans l'élection présidentielle, et c'est pour ça qu'il est vraisemblable que chaque parti politique aura un candidat. Et c'est en ça que les sondages ne sont pas capables véritablement de prendre en compte la dynamique qui va être celle de la campagne présidentielle, parce que dans ce cas-là, nous aurons véritablement une dynamique partisane qui l'emportera sur les grands enjeux qui devraient être ceux de la présidentielle. Justement, dans le paysage que vous venez de décrire, où est votre espace politique à vous ? Et il est à la fois dans la capacité à mettre sur la table les grands enjeux qui sont devant nous, c'est bien sûr la question de l'unité, du rassemblement des Français. Les défis qu'il nous faut relever, en matière de souveraineté, par exemple, l'indépendance de la France, c'est un grand enjeu. Il ne se pose pas seulement en matière stratégique, en matière de défense. Il se pose en matière technologique, il se pose en matière industrielle, en matière énergétique, en matière financière. Donc, être capable de mettre sur la table ces grands enjeux et de les défendre. Oui, mais Dominique de Villepin, je vous pose la question parce que... Grands enjeux. Quel rôle vous souhaitez jouer, vous, dans cette campagne présidentielle ? Je souhaite à la fois contribuer au rassemblement qui est indispensable et porter ces grands enjeux. Être candidat ? Nous verrons le moment venu comment les choses se présentent. Nous sommes dans une dynamique partisane. Je le redis, je pense que tout l'enjeu des prochains mois, c'est de voir comment quelques personnalités seront capables de transformer cette bataille partisane en une bataille de l'intérêt général, en une bataille au service des Françaises et des Français. Je pense qu'à un moment donné, nous allons comprendre que nous ne sommes pas dans une bataille présidentielle classique où on se compte au premier tour pour choisir au deuxième tour. Il faut, dès le premier tour, que le rassemblement soit au rendez-vous. Mais qu'est-ce qui va déterminer, selon vous, ce moment donné ? C'est quoi ? Ce sont les sondages ? En fonction de quoi ? C'est la mesure. C'est la mesure de la gravité de l'enjeu. Tous les candidats potentiels à la présidentielle ont pris la mesure de la gravité des enjeux pour la France. Mais nos compatriotes, au quotidien, comptent les difficultés auxquelles ils sont confrontés. On le voit aujourd'hui à travers la hausse du prix de l'énergie. On le voit demain en ce qui concerne le risque de vassalisation à l'Amérique ou à la Russie. On le voit en ce qui concerne les difficultés pour les plus jeunes. Nous avons une jeunesse qui souffre et nous avons un pacte entre les générations qui est en train d'être rompu. Nous avons en particulier la nécessité de repenser complètement un nouveau système de retraite, un système de redistribution et de remettre de l'ordre par ailleurs dans nos finances publiques. On voit bien que tout ceci dépasse
un seul homme. Nous ne sommes pas aujourd'hui à la recherche d'un homme ou d'une femme providentielle qui tout seul réglerait tout Il y a quand même une question de compétences. Quels critères vont l'emporter selon vous pour 2027 ? Est-ce que c'est la scène internationale très forte en ce moment ? Est-ce que c'est un souci aussi de rechercher une personnalité autoritaire ou au contraire le souci de rassembler ? Je crois que parmi quel portrait robot ? Parmi les critères qui sont importants, l'expérience, bien sûr. Vous savez, redresser les comptes publics, quand on voit la situation de la France, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Il ne suffit pas d'augmenter les impôts ou de dire qu'on va baisser la dépense. C'est un travail très concret qui va demander un véritable pacte de tous les Français pour mettre en place un dispositif de réduction de la dépense et une capacité à tenir ça dans la durée. Nous voyons bien année après année la difficulté que nous avons à faire un budget. Il faudra donc avoir un véritable pacte pluriannuel pour nous permettre de revenir dans les rails en matière budgétaire. Donc l'expérience, c'est une nécessité, mais cela ne suffit pas. Il faut aussi une capacité à penser les difficultés qui sont devant nous et à proposer aux Français, sur l'ensemble de ces sujets, un programme qui soit à la hauteur des enjeux. Je rebondis sur la question de Perrine, sur cette dimension de portrait robot du prochain président de la République. Au Figaro, Bruno Retailleau a dit qu'un héritier du macronisme ne pourra jamais être élu président de la République, tant le rejet du bilan de l'actuel président de la République serait sanctionné dans les urnes. Est-ce que vous le rejoignez ? Je le rejoins, mais je vais un peu plus loin que lui. Je pense que le macronisme est mort. Il est mort faute de bilan et il est mort par ailleurs parce que il n'a pas su convaincre les Français, ni sur le plan de la méthode, ni sur le plan des résultats. Mais malheureusement, pour Bruno Retailleau, le bilan du macronisme, il s'étend jusqu'à lui. Nous avons vu ce que pouvait faire Bruno Retailleau comme ministre de l'Intérieur. Et au-delà, nous voyons bien que toutes les figures du bloc central participe de ce bilan du macronisme. Donc le renouvellement, il risque d'être beaucoup plus puissant que nous l'imaginons aujourd'hui, ce qui explique peut-être à quel point un certain nombre de ces personnalités qui brigueraient la candidature pourraient éprouver au fil des mois prochains un déficit de crédibilité, un déficit de légitimité dans la capacité à proposer une politique nouvelle, puisqu'ils en sont partie prenante les uns et les autres. Mais Dominique de Villepin, quelle est la différence ? Vous dites que le macronisme a échoué, mais quelle est la différence dans votre approche, dans l'idée de rassembler le pays, finalement de prendre ce qui est un peu le meilleur de la gauche et le meilleur de la droite? Quelle est la différence avec le en même temps? Non, c'est pas une question de dosage. C'est pas une question de en même temps un peu de droite et un peu de gauche. D'abord, c'est une vision des institutions de notre pays. Et nous voyons à quel point Emmanuel Macron s'est enfermé à la fois dans une verticalité et dans une solitude institutionnelle qui l'a conduit à vouloir tout faire. Je crois que faire respirer nos institutions, avoir véritablement un président de la République qui arbitre, est-ce que le président a arbitré au cours des dernières années, qui garantit la continuité de l'État, qui est capable, en tant que stratège, de poser les bases d'une réforme importante de notre pays? Tout cela n'a pas été fait. Il y a eu un pari économique sur le ruissellement, une politique de l'offre qui n'a pas donné les résultats. Il y a eu une incapacité à incarner la France dans la durée. On a vu en matière internationale à quel point cela conduit à l'isolement et au déclassement français. Et il n'a pas été capable non plus d'agir sur les grands enjeux qui sont devant nous, et en particulier celui de la défense de la souveraineté française dans tous les domaines. Mais aujourd'hui, Dominique de Villepin, vous vous situez où sur l'échiquier politique français? On vous a connu à l'UMP, on vous a connu Premier ministre de Jacques Chirac. Aujourd'hui, vous êtes quoi? Proche des LR, plus proche d'un Édouard Philippe? Qu'est-ce qui vous différencie de lui? Ou est-ce que vous voulez justement ne pas être classé ni à droite ni à gauche? Je refuse de m'enfermer dans un schéma partisan, parce que je pense que c'est ce régime des partis qui est la cause, comme sous la 4e République. Et vous ne pensez pas que les Français vont avoir envie de vous situer politiquement? Eh bien, ils vont pouvoir me situer. Je me situe dans la continuité de ces chefs d'État qui, sous la 5e République, ont défendu le plus le gaullisme ou l'intérêt général. Depuis le général de Gaulle jusqu'à François Mitterrand et Jacques Chirac, donc, il y avait une certaine conception. Les 3 derniers présidents, pour être clair. Absolument. Je pense que depuis 2007, il y a une sortie de route
institutionnelle et politique qui a conduit à cette politique de surenchère, à cette politique de clivage, de division. Nous sommes enfermés dans une division partisane. Et cette division partisane, elle conduit à la violence que dénonçait tout à l'heure Gérard Darmanin. C'est la conséquence de cette exacerbation des esprits. 2007, et je pense qu'aujourd'hui, il faut se situer au-delà, et c'est pour cela que je le dis, il y a un exemple, une référence dans notre pays qui nous a servi de boussole en 1940, qui nous a servi de boussole en 1958. Mais est-ce que le gaullisme, ça parle encore aux Français de 2027 ? Oui, puisqu'il faut reconstruire. Nous avons besoin d'un État fort, capable de redresser nos finances publiques. Nous avons besoin également d'une France souveraine, qui soit capable d'affirmer sa souveraineté dans le monde. Les Français ne veulent pas être dépendants des États-Unis ou de quiconque, avec des défis colossaux, comme par exemple l'intelligence artificielle qui gangrène les esprits, qui capture notre attention. Et puis, nous avons besoin également, et c'est là où le gaullisme peut être précieux, d'une méthode pour avancer. Et donc, il faut remettre tout cela sur la table, et à partir de là, déterminer un chemin. Mais les Français sont en train de constater c'est qu'ils ne sont plus capables de vivre ensemble. Et c'est pas un hasard sur les deux extrêmes de l'échiquier politique. À chaque fois, c'est une politique d'exclusion. Exclusion identitaire, exclusion de communauté. À chaque fois, nous voyons bien qu'il y a quelque chose qui ne rentre pas dans notre République. Moi, je suis pour qu'on prenne la République comme elle est. Une République avec ses principes, qu'il s'agit de ranimer, liberté, égalité, fraternité, laïcité, dignité, humanité. C'est véritablement une vision de la France qui, je crois, correspond aux attentes des Français. Vous parliez de 2007, ça correspond aussi à la sortie de la vie politique active de votre part. Est-ce que pour revenir en politique, une question toute simple, vous aurez ou pas les 500 signatures pour vous présenter à l'élection présidentielle ? Oui, vous aviez échoué je pense en 2012. J'avais eu ce problème en 2011-2012, avec véritablement une volonté de Nicolas Sarkozy de tout faire pour que cette candidature puisse ne pas être menée à bien. Nous ne sommes pas dans la même situation. Et par ailleurs, je sens bien que dans le pays, il y a aujourd'hui une volonté, il y a un enthousiasme, il y a partout une mobilisation. Et donc, je pense que cette bataille des 500 signatures devrait, au cours des tout prochains mois, être réglée. Vous parlez de Nicolas Sarkozy. Il a récemment reçu encore Jordan Bardella. Il a échangé aussi avec Sarah Knafo après les municipales. Est-ce que vous pensez que ces échanges affaiblissent la droite et notamment les Républicains ? Comme nous sommes loin de la clarté de Jacques Chirac, en n'affirmant jamais de compromission avec l'extrême droite. Là, il est dans la compromission, Nicolas Sarkozy. Nous sommes dans la confusion. Et c'est dire à quel point tous les repères sont en train de sauter. Toutes les digues de notre République, toutes les digues de nos actions politiques sont véritablement en train de voler en éclats. Et c'est pour cela qu'il faut reconstruire à partir de principes, à partir de règles, à partir d'une vision de la République qui doit pouvoir nous permettre de vivre ensemble sans être dans cette logique d'anathème. Vous savez, si en 2027, c'est une France qui gagne contre une autre, eh bien nous avons de fortes chances de vivre ce que les États-Unis vivent aujourd'hui. Une guerre civile culturelle, une guerre civile politique qui va grandir, et puis des aventures. Regardons aujourd'hui les aventures extérieures américaines. Un pays qui n'est pas capable de se parler, un pays qui n'est pas capable de travailler ensemble, c'est forcément dans une Europe qui elle-même risque de suivre le même pas. Parce qu'en 2027, le véritable risque, c'est que nous entraînions les autres Européens dans ce basculement des extrêmes droites, et ça veut dire alors que l'indépendance de la France et que l'indépendance de l'Europe, eh bien, seront littéralement effacées de la carte. Une dernière question avant la pause, Dominique de Villepin, et pour revenir à une question pratique sur une candidature à l'élection présidentielle, comment résisterez-vous à tous les appels à des primaires ? On l'a vu cette semaine, à gauche comme à droite. Alors, vous ne participerez jamais à une primaire ? Les primaires sont la conséquence de l'engrenage partisan. Chaque parti a vocation à être représenté dans la situation actuelle à l'élection présidentielle, ce qui veut dire
sur la table une pléthore de candidates et de Sauf candidats. que là, il y a un enjeu, c'est que on peut finir avec un second tour. Mais un enjeu. LFI. Eh bien, c'est pour cela que S'il y a je trop le de dis. candidats. C'est pour cela que je le dis. L'approche par les partis politiques n'est pas satisfaisante. Et tous ceux qui s'enfermeront dans leur parti, sauf ceux qui ont compris qu'il fallait non seulement jouer la carte partisane, mais en plus la carte de la polarisation, et cela en dit long sur la violence de la politique aujourd'hui, tous ceux-là seront obligés de lancer des primaires parce que l'appétit vient en mangeant, et dans chacun de ces partis, il y a plusieurs candidats. Donc je m'épargne, et les partis et les primaires, parce que je pense que l'élection présidentielle, et c'est le sens sous la Ve République de l'élection présidentielle, c'est pas une partie anecdotique. Donc les sondages décideront. C'est véritablement les circonstances et la rencontre avec les Françaises et les Français. Et puis, le moment venu, les sondages apprécieront, si je puis dire.